Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une revue de presse, ça faisait 2 semaines qu'on n'en avait pas fait, et c'est pas très grave finalement parce que l'actualité ne change pas de d'habitude. Par exemple, il y a eu un article de Challenge qui relaie un communiqué de presse de l'Elysée sur la prise de quelques kilos par le président qui serait selon eux un signe de densité et d'intensité. Et je sais pas c'est quoi le pire entre Challenge qui publie cet article-là ou le fait que l'Elysée ait vraiment dit ça à propos d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, la ministre de l'Éducation supérieure, rongée par la culpabilité de voir des files d'étudiants affamés quémander de l'aide alimentaire, demande au CNRS de faire une étude sur l'islamo-gauchisme, évidemment, enchaînant les propos caricaturaux qui lui vont si bien et qui vont aussi si bien au Front National qui partage évidemment cette position si pratique pour faire de la polémique à pas cher. Des polémiques comme Darmanin aime tant les faire, d'où sa présence au débat avec Le Pen, d'où aussi les phrases provoques de Bayrou avec le salaire moyen, ou encore avec Dupond-Moretti. Bref, tout est bon pour le clivage idiot, puisque ça permet de ne pas parler de sujets importants, ce qui est une bonne raison pour totalement ignorer ce genre de propos. Parce que ouais, si on polémique sur le fait que le gouvernement polémique pour ne pas parler des sujets importants, eh ben on ne fait que polémiquer sur une polémique sans parler des sujets importants. Et c'est con de se dire médias indépendants, machin, si au final, on fait pareil que les autres. Ce qui fait qu'on va parler aujourd'hui des sujets importants, on va parler de la pauvreté, on va parler du fric. 74% des jeunes ont des galères financières. Il n'y a jamais eu autant de monde à l'aide alimentaire et de nombreuses associations étudiantes et caricatives tirent la sonnette d'alarme. Le journal La Croix a d'ailleurs fait un très bel article sur ce sujet. Mais il ne faut pas oublier dans cette histoire que l'argent, économiquement parlant, ça permet de mettre en circulation la richesse et le travail. Et si aujourd'hui en France on a suffisamment de bouffe pour tout le monde, mais que dans le même temps les étudiants ils ont faim, c'est que c'est pas un problème de création de richesse, c'est un problème d'argent. Sauf qu'évidemment les règles sont biaisées, ce qui fait qu'en période de pandémie, si l'État n'intervient pas, on se retrouve dans des situations totalement inégalitaires et anti-méritocratiques. Genre les grosses fortunes pleines de fric qui gagnent des centaines de milliards quand toutes les autres tombent dans la pauvreté. La voici, elle s'intitule « Le virus des inégalités ». On y apprend qu'en 9 mois, les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie, alors qu'il faudrait plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour se remettre des impacts économiques de cette crise. Et donc les plus riches, ils ont non seulement recouvré leurs pertes, mais ils se sont même enrichis pendant cette crise puisqu'ils ont gagné près de 4 000 milliards de dollars supplémentaires entre mars et décembre 2020, ce qui porte leur fortune cumulée à près de 12 000 milliards de dollars. Or, cette somme, elle correspond au montant dépensé par les pays du G20 pour faire face à la pandémie. Et tout cela pendant qu'en France, en 2020, 1 million de personnes seraient tombées dans la pauvreté. Alors, face à ce constat et face à cette flambée des inégalités, l'ONG Oxfam France, qui lutte contre la pauvreté, demande au gouvernement d'augmenter la fiscalité des plus riches ou encore d'investir massivement dans les services publics. Et quand tu as des députés qui proposent d'étendre le RSA pour la tranche des 18-25 ans, voici ce que répondent les députés de La République En Marche. Mesdames et messieurs les députés, vous l'aurez compris, nous ne voulons pas de dispositifs qui enferment les jeunes dans des minima. Nous voulons des parcours qui jouent pleinement leur rôle de tremplin de transition. En un mot, nous souhaitons placer l'accompagnement et l'emploi au cœur de nos dispositifs d'insertion et de solidarité. Naturellement, comme tout travail mérite salaire, toute démarche d'accompagnement vers l'emploi mérite ressources. Mais c'est d'abord l'engagement à se prendre en charge et à accéder à l'autonomie financière qui doit donner accès à un soutien financier. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement n'est pas favorable aux dispositions de cette proposition de loi. Ce qui est d'un cynisme absolument dégueulasse. Parce que déjà, t'as pas de boulot pour les étudiants. D'accord. Donc tu peux très bien leur dire qu'il faut aller travailler, qu'il faut s'insérer dans le marché de l'emploi, machin. Il n'y a pas de boulot. Donc tu peux pas dire à des personnes de faire quelque chose que tu ne peux pas faire factuellement parce que tu n'as pas de boulot. Ça s'appelle du foutage de gueule. Et du foutage de gueule, quand c'est pour te prendre un petit peu d'impôt, tu vois, c'est quand même un peu chiant, mais du foutage de gueule qui te conduit à crever la dalle, c'est quand même un petit peu plus rageant. Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment ça le modèle éducatif que nous voulons? Avec des étudiants qui sont obligés de travailler en plus de leurs études s'ils veulent vivre, s'ils veulent se loger. Parce que ce raisonnement-là porte en lui une inégalité absolument terrible qui fait que
que, simplement, les étudiants pauvres vont être obligés de travailler et d'angoisser pour payer leur loyer, leur bouffe, machin, alors que les étudiants riches vont pouvoir profiter de l'argent de papa et de maman pour passer tranquillement leurs études et n'angoisser pour rien d'autre que leurs études. Ce qui fait que, très techniquement, avec cette façon de penser, tu crées deux générations, une génération de pauvres qui vont avoir beaucoup moins accès à l'éducation et une génération de riches qui vont en profiter pleinement. Troisième point, même si cette mesure-là n'est pas parfaite, elle a l'immense avantage de pouvoir régler de manière universelle, sans distinction et immédiate, l'ensemble des problèmes financiers de faim et de loyer des jeunes en France et notamment des étudiants. Donc à partir de quel moment en tant que ministre, tu préfères voir grandir jour après jour les files d'attente pour l'aide alimentaire plutôt que de mettre le RSA, quitte, je sais pas moi, à trouver des moyens de financement, genre augmenter la fiscalité pour les plus riches, je dis ça, je dis rien. Donc on a une solution, un moyen de le financer et le problème perdure, ça veut dire que c'est un choix politique et rien d'autre. Les files d'attente pour l'aide alimentaire avec tous ces jeunes-là, c'est un choix politique de la Macronie. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant que les jeunes crèvent de faim et ravalent leur fierté pour aller faire la queue pour l'aide alimentaire, tu as nos ministres qui parlent d'islamo-gauchisme. Est-ce que, au-delà de la polémique, au-delà du ridicule, au-delà de tous ces sentiments que cette situation peut procurer en nous, est-ce qu'on se rend compte réellement de la médiocrité gouvernementale? Vraiment. Vraiment, la pure médiocrité, quoi. C'est assez incroyable, à chaque fois que le gouvernement parle, il tape à côté. C'est... Ouais. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là, parce que quand le système politique appauvrit les jeunes, le système médiatique, lui, désigne un porte-parole pour l'ensemble de la jeunesse qui se retrouve être, comme par hasard, un macronien qui a fait école de commerce. Et évidemment, c'est pas un hasard ce truc-là, parce que même si la jeunesse est pauvre et qu'elle a faim, eh bien la seule chose qu'elle peut faire, c'est mendier le bon gouvernement s'il veut bien leur donner un peu de pain. Parce que le système médiatique qui est emprunté de la bourgeoisie n'admet pas du tout que la contestation puisse aller jusqu'à remettre en cause l'ordre social qui est pourtant à l'origine des inégalités. Alors face à une misère qui est réelle et incontestable, la seule revendication qui peut être portée, c'est celle de la mendicité. C'est celle où les faibles demandent aux forts un peu d'argent et un peu de pain. C'est la seule chose qu'ils acceptent de faire parce que c'est la seule chose qui permet à la fois de répondre à une petite revendication et répondre à une petite misère sans jamais bouleverser les rapports de force et les rapports de domination au sein de la société. Bref, l'impuissance politique, elle est savamment organisée. Le spectacle continue et ça ne surprend presque personne. Malgré tout, la misère, elle est là et elle provoque des actions. Alors les étudiants veulent, et je peux vous dire que c'est pas marrant d'en arriver là, autant pour une question de dignité que pour les risques qu'on encourt en France encore aujourd'hui pour voler à cause de faim. Bien sûr, la solidarité s'organise à coup de système D pour sauver la vie des gens appauvris. C'est le rôle des associations et notamment du Resto du Cœur. D'ailleurs, le fait qu'il y ait les Restos du Cœur encore aujourd'hui en France et qu'il y ait aussi des SDF encore en France malgré les promesses électorales, ça reste juste un constat absolument honteux pour nos gouvernants et un aveu d'échec très puissant qu'il ne faut surtout pas oublier. Voilà. Le fait que les Restos du Cœur existent montre bien que l'État à la fois organise la misère et se sert des associations pour que cette misère ne déborde pas trop. Face à la détresse, bien sûr, le gouvernement parle mais ne fait rien. Alors oui, il y a eu 500 000 repas à 1 € distribués en un peu plus d'une semaine. Mais sur 1,6 million d'étudiants, c'est une goutte d'eau qui ne suffit pas et qui ne règle pas le problème. Le gouvernement gagne du temps et cultive la misère pour ne rien remettre en cause, ce qui ne les empêche pas de faire du blabla, de répéter des éléments de langage et leurs leçons de morale. Mais qu'on soit d'accord, la misère, c'est pas quelque chose qui s'accepte, d'accord? C'est pas quelque chose, on ne vit pas avec la misère. La misère, c'est quelque chose qui te définit, c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est quelque chose qui t'obsède, qui est toujours là et qui finit par te détruire, d'accord? La misère, c'est pas quelque chose qui peut s'arranger avec des petits effets de communication. Parce que la langue de bois, faut vraiment que la Macronie comprenne ça, hein. La langue de bois, ça ne se mange pas, d'accord? Tout simplement, ça ne se mange pas. Donc vous pouvez faire tous les discours que vous voulez, la misère est toujours là et elle restera tant qu'il n'y aura pas des solutions politiques pour régler cette affaire. Mais vu que l'État refuse réellement de régler ces problèmes-là avec notamment le RSA jeune qui serait une solution urgente et sans distinction pour tous les jeunes, vu que l'État refuse ça, la misère déborde et c'est aux associations et aux bénévoles de gérer ça. Ça veut dire que en gros, le choix politique du gouvernement aujourd'hui, c'est de ne pas gérer la misère et de faire un énorme chantage
à ceux qui ont le cœur sur la main et qui gèrent les associations comme le Resto du Cœur et compagnie, à faire un énorme chantage à la misère à ces gens-là, leur disant bah, soit vous faites un travail bénévole de taré pour nourrir les gens, soit ces gens crèvent de faim. C'est concrètement ça qui se passe avec la Macronie en ce moment. Ça s'appelle du chantage à la misère et évidemment, c'est dégueulasse. Alors qu'avec le RSA, les jeunes dépenseront leur argent dans la bouffe et donc investiront d'une certaine façon leur argent soit dans une économie plutôt locale ou en tout cas dans une économie utilitaire, contrairement aux super riches qui n'investissent dans rien d'utile au bien commun et font prospérer toute une petite économie alternative au service de leurs petits caprices. Donc si on veut résumer, eh ben, ils construisent des yachts sur la misère et la faim des étudiants. Ça te paraît un peu caricatural, c'est vrai, il n'y a pas que les étudiants qui sont dans la misère, mais au moins les autres, entre guillemets, ils ont le RSA. Et sachant aussi que, évidemment, quand tu tombes dans la misère, tu en ressors pas comme ça, d'accord? C'est quelque chose qui t'affecte tellement dans ton intimité que même si, à un moment donné, tu gagnes un peu plus d'argent, si ça arrive, parce que c'est très compliqué à faire une fois que tu es tombé dans la misère, mais même si tu arrives, c'est pas sûr que tu vas pas retomber dedans avec encore plus de facilité qu'avant. Ce qui fait que les personnes que nous sommes en train de perdre dans la misère aujourd'hui, on va mettre des années et des années à les récupérer. Là, on est dans une situation économique où le marché du travail, où le mérite, entre guillemets, et toutes ces conneries-là, ne permettent pas de redistribuer correctement la richesse parce que ça merde à des endroits et qu'il n'y a tout simplement pas assez de boulot. Donc la question en tant que société, c'est est-ce que, oui ou non, on permet à ces personnes qui ne peuvent pas faire autre chose qu'être dans la misère, est-ce qu'on permet à ces personnes de se nourrir, de se loger, ou est-ce qu'on laisse ces personnes sombrer dans la misère et l'argent, on préfère le donner aux plus riches, à ceux qui ont déjà tout et ceux qui ont besoin de rien de plus. Parce que c'est concrètement ce qui est en train de se passer. On a suffisamment de richesse pour tout le monde, mais le flux financier, il part directement chez les actionnaires, chez les gars d'Amazon, chez les gars de Google, chez les plus grandes fortunes, d'accord? Tout l'argent part là-bas pendant qu'il y a des secteurs entiers qui ne peuvent rien faire d'autre que s'appauvrir. C'est un choix politique qui a été fait, qui n'est pas lié à la création de richesse, mais qui est simplement lié à des flux monétaires. L'État ne veut pas réguler les flux monétaires. C'est une décision politique. Je le répète de manière différente de tout à l'heure, mais c'est vraiment important de le comprendre. La misère étudiante aujourd'hui est un choix politique. Et pendant ce temps-là, Challenge nous parle des kilos en trop d'Emmanuel Macron. Évidemment, ça ne date pas d'hier. Les jeunes s'appauvrissent d'année en année et ça, c'est le système néolibéral qui veut ça parce que, tout simplement, il ne veut pas valoriser une jeunesse qui sera d'autant plus malléable si elle est appauvrie. Cela permet aussi une belle reproduction sociale pour la bourgeoisie qui voit ses gamins fortunés évidemment bien mieux réussir que les autres. Le problème des files d'attente pour la bouffe, c'est à la fois une honte nationale, un fiasco gouvernemental, mais surtout une conséquence d'une politique libérale qui dure depuis trop longtemps et qu'on va devoir transformer ensemble. La mauvaise nouvelle, c'est ceux qui affament aujourd'hui les étudiants sont ceux qui vont devoir gérer la grosse crise du printemps et de l'été qui pointe son nez, donc autant dire que la misère va se répandre dans notre beau pays. Et ça, c'est vraiment une question de fric, c'est le camarade de Thomas Babor qui parlait de ça. Il disait en gros, faut parler du fric, faut parler d'argent parce que c'est ça en fait qui fait notre quotidien, c'est ça qui fait que oui ou non on arrive à payer notre loyer et oui ou non on arrive à aller faire les courses. Donc faut parler d'argent. Pendant que les bourgeois vont parler de mérite, d'insertion, de machin, de trucs, nous, il faut qu'on reste sur cette position, il faut parler d'argent, de fric. Il n'y a que ça qui importe parce qu'il n'y a que ça dans la réalité qui permet aux personnes de survivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler d'autre chose et qu'il ne faut pas avoir des mesures structurantes beaucoup plus cool, tu vois. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'impasse de la question monétaire, il faut l'aborder de cette façon. On a parlé d'un article de Challenge, là, au tout début de la vidéo. Et on pourrait penser que c'est un peu eux qui ont gagné le prix du déshonneur journalistique de la semaine. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a fait mieux, un challenger de taille pour Challenge, c'est le JDD. À l'occasion de la sortie du bouquin de Le Maire, la sortie un bouquin, le JDD titre « L'art de narguer la mort. Quand Bruno Le Maire met sa casquette d'écrivain, il n'a aucune limite. Pour le meilleur ». Et il continue avec ce beau titre, « Comment Bruno Le Maire parvient à être simultanément acteur et conteur ». En citant ensuite ces lignes ridicules que notre cher ministre de l'économie a soigneusement pris le temps d'écrire. C'est typiquement ce genre de médias qui sont un énorme gâchis d'argent, c'est juste incroyable. Parce que vous imaginez ce qu'on pourrait faire au Canard si on avait seulement 1% du budget du Journal du Dimanche, ou de Europe 1, ou de BFM, enfin...
Clairement, des trucs qui se perdent. Mais évidemment, cet article n'a absolument rien à voir avec le fait que Lagardère a profité d'un prêt garanti par l'État de près d'un demi-milliard d'euros. Lagardère qui possède le JDD et qui s'est toujours démarqué dans sa capacité à soutenir le candidat et le président Macron. Non, vraiment, ça n'a rien à voir, comme si la bourgeoisie s'organisait, genre comme une classe dominante. Non, ça n'a aucun sens. Mais comme disent les beaux journalistes parisiens qui sont payés 10 000 € par mois, c'est la liberté d'expression, la liberté de la presse et rien d'autre. Et là-dessus, ils n'ont pas tort. Le JDD a librement choisi de nous désinformer. Et en attendant, Assange, évidemment, il est toujours en prison. Je dis ça comme ça, évidemment, parce qu'il faut parler d'Assange dans les vidéos, mais on sait très bien aujourd'hui où sont les journalistes, et spoiler, c'est pas chez les milliardaires. Mais évidemment, il y a aussi des bonnes nouvelles dans l'actualité, et c'est ça aussi de faire une revue de presse un peu alternative, c'est apporter des choses qui ne démoralisent pas trop, et surtout que là, on a un continent qui est beaucoup mieux organisé que nous, avec un mouvement social qui est beaucoup plus mature, et qui permet d'avoir des véritables victoires. On va parler aujourd'hui de l'Amérique latine, et particulièrement de l'Équateur. On va parler aujourd'hui donc de la victoire du mouvement de gauche populaire représenté par Andreas Arauz, je pense que je prononce mal, le successeur de Correa en Équateur qui est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles avec 32% des votes. Si tu te souviens bien, Correa, on en a déjà parlé, c'est le gars en Équateur qui était le président entre 2007 et 2017, qui a mis en place une politique qui est plutôt égalitaire et anti-impérialiste, et surtout, je viens de renverser du thé partout, et surtout, c'est le gars qui a défié l'empire états-unien et qui a accordé l'asile politique à Assange dans leur ambassade à Londres. Et ça, alors que Assange, à ce moment-là, c'était l'ennemi public numéro 1 et qu'il avait révélé plein d'affaires, tu vois, c'est pas le Assange de maintenant que tout le monde a un peu oublié, c'est le Assange qui faisait les unes partout dans les journaux. Et c'est ce petit pays d'Amérique latine qui lui a accordé l'asile pendant des années. Et cette victoire, elle est d'autant plus cool qu'elle arrive après un coup d'État électoral qui avait été organisé en partie par les États-Unis. Après le second mandat de Correa, le candidat du Parti pour la Révolution citoyenne s'appelle Moreno, et à peine au pouvoir et après quelques confrontations en interne, il décide de trahir son peuple, son pays et son parti en acceptant toutes les recommandations du FMI, libéralisant ainsi le pays et organisant l'austérité. Le budget de l'éducation est amputé de 25%, la dette explose, les droits des salariés sont détruits et un prêt de 3 milliards est contracté auprès du FMI contre une soumission économique et politique. Bref, le pays est vendu à l'empire états-unien et c'est ce que nous raconte cet article du Vent se lève. On y apprend que les anciens membres du gouvernement Correa sont tous poursuivis et condamnés pour corruption et rébellion lors de procès largement organisés par le pouvoir lui-même. Parce que c'est quand même un peu plus stylé d'enfermer des opposants politiques au nom de la justice et au nom de la loi, même lorsque cette justice est corrompue et même lorsque cette loi n'est pas respectée. Là-bas, l'institution judiciaire n'est pas du tout indépendante, elle est largement corrompue, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent en tant que décision de justice, d'accord ? Ils peuvent décider ce qu'ils veulent parce qu'ils savent très bien que derrière, tu as tous les empires de presse qui vont répéter les mêmes mensonges et qui vont couvrir leurs arrières. Donc à partir de rien, ils créent des décisions judiciaires et à partir de rien, ils créent une opinion publique. Sauf qu'un procès équitable, on le respecte en tant que société parce qu'il est équitable justement, parce qu'il respecte une certaine dignité, une certaine justice. Et là, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de récupérer un peu la légitimité d'un procès équitable, mais avec un procès qui est bidon et avec un acharnement médiatique qui est totalement orchestré par les dominants. Ils essayent et ils y arrivent pas forcément, mais ça suffit pour organiser des coups d'État. Par exemple, Correa a été condamné à 8 ans de prison en Équateur, ce qui l'oblige à trouver asile en Belgique. Pourquoi cette condamnation ? Parce qu'une multinationale brésilienne aurait financé son parti. C'est donc de la corruption. Sauf que le problème, c'est que cette condamnation n'est appuyée par aucun contrat signé, par aucune réunion entre l'entreprise et le président, par aucun courriel ni aucun appel téléphonique. Le parquet qui l'a condamné a assumé le fait qu'il n'avait aucune preuve contre lui, qu'il n'y avait aucun lien entre l'entreprise et le président, mais ils l'ont quand même condamné pour une influence psychologique. Une influence psychologique. Donc en gros, il n'y a pas de preuves, mais il fallait bien trouver une raison pour le condamner. D'ailleurs, un des câbles révélés par Wikileaks montre que les États-Unis savaient très bien que le système judiciaire serait l'un des contre-pouvoirs les plus solides contre la révolution citoyenne équatorienne et qu'il fallait compter sur cette institution pour la renverser. Voilà, je sais pas si je vous ai dit, mais j'aime bien Wikileaks.
En Équateur, exactement comme en France, c'est l'oligarchie financière qui détient les médias, et pendant que chez nous, c'est des milliardaires qui les possèdent, chez les Équatoriens, ce sont les banques. Des médias qui relaient le travail d'institutions directement financées par l'oligarchie locale, par l'Empire états-unien ou même la Commission européenne, bon c'est la même chose que le dernier, mais bien souvent, c'est directement les États-Unis qui faisaient du chantage aux ministres équatoriens, qui, juste après l'élection de Moreno, espéraient encore appliquer une politique protectionniste. Des menaces qui consistaient à menacer l'Équateur des mesures que l'Empire avait déjà prises contre le Venezuela. Quelque temps après, évidemment, tous les ministres ont démissionné et ils ont été poursuivis par la justice. D'ailleurs, c'est en partie pour cela que les États-Unis veulent mettre à genoux l'Équateur. S'ils ont peu de ressources premières, ils sont un appui stratégique pour le Venezuela, à qui ils envoyaient des marchandises afin de détourner l'embargo états-unien. De plus, l'Équateur avait tissé des liens économiques avec la Chine qui leur accordait des prêts sans les conditionner à des réformes austéritaires. En plus de quelques contrats liés aux télécommunications, ce qui est du coup une autre conséquence de la géopolitique de la 5G dont on avait déjà parlé sur cette chaîne. Donc ce petit pays d'Amérique latine qui avait déjà défié l'Empire à travers Assange, à travers Correa, en remet une couche aujourd'hui avec la probable réélection du nouveau président qui va mener une politique de gauche populaire, mais surtout anti-impérialiste avec la sortie du FMI et tout le patatras. Qui me fait penser que on a un peu, au niveau européen, un truc qui est un peu européen centré en se disant que le monde va changer avec nous, machin. Mais sauf que ce qu'on voit là, c'est qu'en Asie, ça bouge beaucoup et qu'en Amérique latine, ça bouge énormément et ça depuis beaucoup plus longtemps que chez nous. Et donc, on devrait regarder avec beaucoup plus d'intérêt, mais surtout beaucoup plus de curiosité ce qui se passe là-bas. En Bolivie, en Équateur, au Chili, à Cuba, au Venezuela. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout copier, mais ça veut dire que, clairement, on peut trouver des sources d'inspiration très fortes. Puis c'est vachement rassurant de se dire ça. Parce que de toute façon, si on organise une révolution, ça se fera, bon, pas tout le monde en même temps, hein, mais ça se fera de petit en petit. Mais surtout, il faudra être nombreux pour faire une grosse coalition. Et de voir que l'Équateur va revenir dans la partie, que la Bolivie est revenue dans la partie. Là, très récemment, je te mets le truc ici, la Bolivie a totalement rompu les accords qu'ils avaient avec le FMI, d'accord ? Et ça vient après aussi une victoire électorale du MAS qui a permis un retour triomphant, d'ailleurs avec des images de fou, un retour triomphant de Morales. Donc ça montre bien qu'il y a des choses qui se bougent en Amérique latine et qu'il y a des blocs qui vont se former à l'avenir et qui nous permettent de penser une troisième voie, d'accord ? Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle quand même, non? Sans oublier évidemment le processus constituant au Chili, la victoire électorale au Mexique, etc., etc. Bref, ça bouge de partout là-bas, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on va finir aujourd'hui avec une petite histoire. Le 16 février, l'intégralité du réseau général électrique du Texas a sauté. Sauf que le problème, c'est que c'est arrivé au moment où il y a eu aussi une vague de froid inédite sur la région. Ce qui fait que des millions de personnes se sont retrouvées sans chauffage, donnant lieu à des photos assez ahurissantes. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde en réalité, puisque suite à la libéralisation de l'énergie, le centre-ville bourgeois de Houston est relié à un autre réseau qui lui fonctionne normalement. Ce qui veut dire que les riches étaient au chaud pendant que les pauvres crevaient littéralement de froid, simplement parce que le marché ne veut pas entretenir des infrastructures qui lui rapportent peu et préfère investir là où on peut se faire de l'argent. Et ce qui est rigolo, c'est que ce genre de gentrification-là, où tout le monde, tous les bourgeois se concentrent dans les centres-villes, bah ça fait que tous les bourgeois se rendent compte, que tous les bourgeois s'organisent et ils arrivent très clairement à voir quels sont leurs intérêts. Ce qui fait que des inégalités à la base qui sont seulement matérielles se transforment très rapidement en inégalités dans le rapport de force et dans la conscience de classe. Donc la gentrification, à la fois c'est une injustice sociale, oui, mais c'est aussi un moteur des luttes des classes, pas forcément pour le prolétariat, mais surtout pour la bourgeoisie. Et si tu t'intéresses à ces questions sur le capitalisme, eh bien, il y a la chaîne de Oui D'accord qui est consacrée là-dessus, qui est très drôle et que je te recommande très chaudement. Évidemment, tout est en description et en commentaire épinglé. Et c'est là-dessus qu'on se quitte dans cette revue de presse où l'écriture a un petit peu changé. J'essaie d'arrêter de dire que les vidéos changent à chaque fois, mais là, l'écriture est un petit peu changée. Ça veut dire qu'on arrête de voir beaucoup d'informations qu'on traitera de manière assez mal, mais on se concentre sur des informations qui me semblent importantes. Et on se concentre là-dessus, on essaie de les développer bien comme il faut, d'accord? Donc on arrête de faire
que de l'actualité, on fait aussi de l'analyse avec, en essayant d'aller en profondeur. Et vu tous les polémiques à la con qu'il y avait sur Twitter, je me suis dit que c'était pas mal de se concentrer à la fois sur des réussites donc sud-américaines et aussi sur la pauvreté en essayant d'y apporter une analyse là-dessus et pas simplement dire que Macron il est méchant. Tu vois, c'est un peu le piège, tu sais, des médias alternatifs, c'est de se positionner que comme opposition et de tenir le calendrier et les débats que décide la Macronie. Et on l'a dit plein de fois et on va le redire, je pense, dans des vidéos spécifiques pour être bien au clair là-dessus, mais c'est clair que la Macronie, des fois, balance des petites phrases, balance des polémiques pour pas parler des sujets importants. Et nous, notre spécificité automédiatique, comme dirait un ami, ce serait de vraiment se concentrer sur les choses qui sont importantes, les choses qu'on veut voir dans le débat public, et de ne pas se laisser faire par un calendrier politique et macronien qui va évidemment, de fait, défendre d'une façon ou d'une autre les intérêts de la classe dominante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir par rapport aux lois ou quoi que ce soit, hein. Ça veut dire qu'il faut peut-être arrêter de réagir au quart de tour et faire plutôt de l'analyse, faire un petit peu du travail de journalisme et surtout du travail d'éducation populaire pour aller en profondeur. Parce que sinon, voilà, on fait que surfer sur des choses et ça sert pas forcément à grand chose. Enfin, j'ai ce sentiment, en tout cas, de beaucoup me répéter si je vais pas au fond des choses. Ah oui, évidemment, là, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos à cause de l'affaire de l'ASFA, mais ça va repartir la semaine prochaine avec pas mal de bons projets qu'on a travaillés. Et je peux vous le dire parce que les scripts sont écrits, du coup, ça va se faire. La semaine prochaine, il y aura des trucs cool. En attendant, des bisous. Et puis voilà, quoi. Prenez soin de vous, et puis faites de la politique, et puis voilà, quoi. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!